Bienvenue sur TV5 Monde, nous sommes le 9 mai, voici le 12 minutes. Le Brésil va-t-il devenir le nouvel épicentre de la pandémie d'ici le mois de juin? En 24 heures, plus de 10 000 cas supplémentaires ont été enregistrés. Le pays compte plus de 10 000 morts, un bilan officiel largement mis en doute par la communauté scientifique. L'État de loin le plus touché est celui de Sao Paulo. Le gouverneur vient d'annoncer le prolongement du confinement jusqu'au 31 mai, critiquant sans le nommer Jair Bolsonaro et sa gestion de la crise sanitaire. On traverse tous le pire moment de la pandémie. Mais ça n'est pas reconnu, vu, compris, identifié par ceux qui sont aveuglés par la haine ou l'ambition personnelle. Une vidéo d'anniversaire, c'est de circonstance en ces temps de pandémie. Elle est signée des 27 chefs d'État et de gouvernement européens. Ce 9 mai marque les 70 ans de la déclaration Schuman, texte fondateur de l'Union européenne. Pas de psychose qui tienne, déclaration du président bélarusse qui a donc maintenu cette grande parade militaire pour les 75 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Alexandre Loukachenko a présidé ces commémorations dans une tribune isolée avec de nombreux responsables. En revanche, son allié russe a fait profil bas, cérémonie sans faste et sans grand défilé pour Vladimir Poutine. Le président russe a célébré une nation invincible, mais de nombreux médecins dénoncent le manque de moyens pour lutter contre la pandémie. Alexander est un médecin russe. Au contact des patients, il a contracté le Covid-19. Dans cette vidéo, prise avec un collègue, il interpelle sa hiérarchie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue le travail? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans cette situation? Avant de revenir subitement sur ses propos. J'ai peut-être exagéré l'autre jour, j'étais sûrement un peu émotionnel. Quelques jours plus tard, Alexander est retrouvé grièvement blessé. Il vient de tomber du 2e étage de son hôpital. Un accident, disent les autorités, une tentative de suicide, affirment ses proches. En l'espace de quelques semaines, 2 autres docteurs se sont également défenestrés. Elles ont perdu la vie. De nombreux médecins évoquent des pressions internes. Ils dénoncent des conditions de travail inhumaines et un manque cruel d'équipement. Une pénurie que Vladimir Poutine a même admis à demi-mot. D'ici la mi-mai, nous serons en mesure de faire plus de 150 000 équipements de protection par jour. Oui, c'est beaucoup par rapport à ce qui était disponible auparavant. Mais ce n'est toujours pas suffisant par rapport à ce dont on a besoin tout de suite. Derrière les images d'état des hôpitaux modernes de Moscou se cache une toute autre réalité. Cette vidéo a été tournée dans un hôpital du sud du pays. D'après des médias locaux, ces hommes et femmes, agglutinés les uns à côté des autres, sont en fait des personnels hospitaliers tombés malades pendant leurs heures de travail. Avec près de 200 000 cas, dont 10 000 détectés quotidiennement, la Russie enregistre la plus forte progression du virus en Europe. Et les médecins russes le savent, ils sont en train de payer le prix fort de ce combat. Lancée il y a seulement 2 semaines, cette liste répertorie chaque médecin mort du coronavirus. Elle compte déjà plus de 100 noms et continue de s'allonger chaque jour. Ceci est bel et bien un exercice où comment ces soldats suisses en formation à la caserne de Chamblon testent une nouvelle arme contre la pandémie, un système de traçage des personnes atteintes par le coronavirus. Le principe est simple, le téléphone portable agit comme une balise. Une personne malade se signale via une application. Ensuite, tous les autres téléphones qu'il va croiser seront alertés. L'idée de cette application, c'est d'aider à tracer un petit peu la chaîne de contacts que les personnes ont eu, de manière à ce que quand une personne est détectée positive, l'application puisse aller informer le détenteur du téléphone comme quoi il était en contact à un certain moment donné avec une personne positive. Tout ça de manière totalement anonyme d'ailleurs, et c'est vraiment un point essentiel et crucial de l'application. Les concepteurs l'affirment, leur technologie qui repose sur le Bluetooth est beaucoup moins invasive que celle développée en Asie sur la base du GPS. La confidentialité, c'est bien le nerf de la guerre dans la mise au point de cette application, tant le sujet fait débat, d'autant que pour améliorer la précision des localisations, il faut de nouvelles interfaces techniques que seuls les géants Google et Apple peuvent fournir.
Comme cela nous a été expliqué, les données sont stockées dans le téléphone, puis codées sans que l'on ait connaissance des informations personnelles du porteur du téléphone. Ces données utilisent des informations sur tout ce qui se trouve à moins de 2 mètres et qui est échangé pendant une durée supérieure à 5 minutes. L'application devrait être opérationnelle dès la mi-mai, soit quelques jours après la date du 11 mai où la Suisse doit accélérer son déconfinement avec la rouverture des écoles et restaurants. Selon un dernier sondage, 60% des Suisses se disent prêts à l'utiliser. Elle s'appelle Winter, c'est une femelle lama de 4 ans qui vit en Belgique. Et c'est le tout premier lama au monde à avoir développé des anticorps efficaces contre le coronavirus. À la genèse de cette histoire pour le moins insolite, un constat réalisé dans ce centre de recherche de l'université de Gand. Chez un lama, vous avez à la fois des anticorps conventionnels que nous avons tous et qui ressemblent à 2 chaînes lourdes et à 2 chaînes légères. Et puis vous avez un anticorps spécial avec 2 chaînes légères seulement. C'est très spécifique au lama. Les lamas fabriquent donc des anticorps spéciaux que les autres espèces ne fabriquent pas. Ce sont ces anticorps auxquels se sont intéressés les chercheurs, car leur action sur le coronavirus est cruciale. Sur la surface du virus, vous avez de très grosses protéines. Cette protéine est très importante pour que le virus accroche. Et ce que fait l'anticorps, c'est empêcher cet accrochage à nos cellules. Il prévient l'introduction du virus dans nos cellules. Les anticorps du lama font donc barrage au coronavirus en l'empêchant de s'accrocher à nos cellules. Aujourd'hui, les anticorps de Winter sont reproduits en grande quantité dans ce laboratoire. Le but est de pouvoir mettre au point un anticorps compatible avec le corps humain. Nous sommes en train, en fait, d'essayer de fabriquer cet anticorps humain. Nous avons déjà de multiples formes et nous sommes en train de tester le plus performant. Les essais cliniques sont planifiés au plus tôt cet automne. Vous l'avez compris, ces chercheurs sont mis sous pression. Voici la vidéo qui a choqué les États-Unis. Armaud Arbery fait son jogging quand il croise la route d'un ancien policier et de son fils armés de fusils. 3 coups de feu sont tirés. Armaud s'écroule au milieu de la route. Ce jeune noir de 25 ans vient d'être abattu par 2 hommes blancs. La scène se déroule le 23 février à Brunswick, en Géorgie. Ce vendredi, le jeune homme aurait dû célébrer son 26e anniversaire. Des Américains ont manifesté leur indignation sur les lieux du drame et partout dans le pays. Je suis le père de 4 garçons noirs. Comment leur expliquer qu'on peut aller faire un jogging et ne jamais rentrer à la maison? Parce qu'apparemment, la saison de la chasse aux noirs est ouverte. 74 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour qu'une arrestation ait lieu. La publication de la vidéo mardi par l'avocat de la famille d'Armaud Arbery alerte les médias nationaux et relance l'enquête. La police de l'État est saisie. Jeudi, Gregory et Travis McMichael sont arrêtés et inculpés. Les autorités sont mal à l'aise. Je ne peux pas commenter ce qu'un autre service de police a fait ou n'a pas fait, mais je peux vous dire, d'après notre implication dans ce dossier, que nous sommes arrivés mercredi matin et que 36 heures plus tard, nous avons obtenu des mandats d'arrêt contre 2 individus pour meurtre. Cet état du sud du pays reste marqué par l'esclavage et la ségrégation raciale. Dans un premier temps, la justice locale avait classé l'affaire quand les 2 hommes avaient déclaré aux enquêteurs qu'ils pensaient que la victime ressemblait à un homme suspecté de vol dans le quartier. La crise politique avait été mise en sourdine avec la crise du Covid-19. Elle a repris de plus belle au sein du Parlement hongkongais. Les députés pro et anti-Pékin en sont venus aux mains 2 heures durant. Au cœur de cette nouvelle bataille rangée, l'élection du président de l'Assemblée. Pour l'heure, rien n'est encore juridiquement tranché. En apparence, rien n'a vraiment changé. Une femme est morte de maladie, maman Oumandé. Et toute la famille s'est rendue devant la morgue pour la pleurer. Pourtant, c'est l'un des rares droits qui restent aux proches d'un défunt au temps du Covid-19. Crier sa douleur devant le cercueil, à distance raisonnable. Un peu plus tôt, 3 personnes seulement ont pu voir la dépouille. Pour les autres... Gardez la distance, vous finirez par rentrer, maman.
il faut garder les distances. C'est pour votre propre sécurité qu'on le fait. Mais à quoi bon quand la mort est venue? À défaut de messe à la paroisse interdite, le prêtre bénit le corps, à l'arrière du corbillard, avant de partir vite, vers le cimetière. Et pour y aller, il faut slalomer parfois, dans le confinement si particulier de Kinshasa. Un peu plus loin, Ido Alamba attend. Pour rien. Le responsable de la salle funéraire n'aura pas de travail aujourd'hui, comme depuis plusieurs semaines. C'est ici que nous posons le corps, mais durant tout ce temps, plus rien. C'est plein de poussière. Pour éviter la foule, la proximité, les organisations de deuil sont interdites en RDC. Le taux de chômage a grimpé ici chez nous. Voyez vous-même comment nous nous tournons les pouces, puisque nous n'avons pas d'autre métier à faire. Il empochait jusqu'à 2000 $ par semaine pour sa famille, pour payer les salariés aussi, les décorateurs. Ils se demandent tous aujourd'hui comment ils vont se nourrir. Au cimetière, la famille Oumandé vit une détresse pleine de contraintes. Distanciation sociale et une bonne partie refoulée à l'entrée, condamnée à la grille. Il y a beaucoup de cérémonies qu'on n'a pas pu faire parce qu'on devait respecter les recommandations de l'OMS, des autorités sanitaires du pays. Voilà, c'est vraiment compliqué, c'est trop triste, c'est trop lourd pour nous. Quand vous voyez les frères et sœurs qui sont venus au cimetière ici mais n'ont pas pu voir comment on l'a enterré, je vous dis que ça fait mal. Sous bonne surveillance sanitaire, seuls 20 proches ont pu saluer une dernière fois la défunte. En RDC, les mesures contre le virus laisseront des traces indélébiles, psychologiques pour cette famille ou économiques pour les travailleurs du secteur. C'était un pionnier du rock'n'roll. Little Richard est mort. Le chanteur américain avait 87 ans. Il nous laisse une série de succès de Tutti Frutti à Lucille. Très heureux de vous retrouver pour ce bulletin météo. Regardons ensemble les prévisions pour ce dimanche 10 mai 2020. Commençons avec le grand contraste de température entre la côte Pacifique et la côte Atlantique. Regardez plutôt, 28 degrés prévus ici à Portland contre 8 degrés prévus ici du côté de Québec. Grand contraste donc, je vous le disais, de température. Entre les deux, on aura ces pluies ici sur les Grands Lacs américains. Température bien basse aussi à Winnipeg, seulement 3 degrés. Et globalement, sur une bonne moitié est du continent nord-américain, ces températures seront plus basses que les normales de saison. On aura aussi cet axe d'instabilité très forte ici entre les Bahamas, le sud de la Floride, Cuba et le Belize, d'intenses cumuls pluvieux au passage sous cette forte activité orageuse. Sur le Mexique, Cancun sera aussi dans l'activité orageuse, mais Mexico sera en marge avec un temps plus sec. On retrouvera quelques averses plus habituelles sur l'Amérique centrale, sur le bassin amazonien aussi, jusqu'au nord Brésil. Par contre, de Brasilia à Sao Paulo en passant par Rio, on aura du soleil sur le Paraguay et l'Uruguay également, ainsi que sur le nord de l'Argentine et du Chili. Une perturbation touchera par contre le sud du continent sud-américain. Sur l'Afrique australe, le temps sera sec, calme en général, bien plus instable entre rivage nord du golfe de Guinée et côte tanzanienne, en passant par la République démocratique du Congo, en passant par le Cameroun où les orages seront forts aussi. Sur l'Europe, un temps bien calme à l'est du continent. En revanche, à l'ouest, ce sera bien plus instable et surtout sur le sud de la France, on attend des cumuls pluvieux très importants sous les plus forts orages. Il sera possible d'enregistrer jusqu'à 100 litres d'eau par mètre carré. Donc on craint des dégâts évidemment dans ces conditions. Sur la vallée du Nil, la péninsule arabique, on va retrouver des conditions bien ensoleillées. Ce sera beaucoup plus instable, frais et venteux sur le Caucase. Temps plus stable de l'autre côté de la Caspienne entre Asie centrale et jusqu'à l'Inde. La péninsule indochinoise connaîtra le plus souvent un temps sec aussi. Par contre, ce sera bien instable entre Malaisie, Singapour et le nord Indonésie. Sur l'Australie, légère fraîcheur sur la partie centrale. On retrouvera des nuages et quelques averses sur la pointe sud-est. Et puis des orages, il en sera question aussi sur les îles Salomon, sur le sud des Philippines, dans un axe entre le nord Vietnam et Shanghai. Et puis cette perturbation qui se poursuit jusqu'au Japon, où là il s'agira d'un bon passage pluvieux. On va se quitter avec des images qui nous emmènent en Autriche, dans le Tyrol plus exactement, où dans les stations de haute montagne, sur les glaciers, on déploie des bâches, histoire de préserver
préserver ces glaciers et la neige qui les recouvre de la fonte. Ces glaciers dans cette partie de l'Europe qui fondent plus vite que la normale en raison du réchauffement climatique. Voilà, à très bientôt sur TV5 Monde.